Tout juste rentré de Chine, le dictateur enthousiaste Poutine entame une nouvelle étape de la guerre contre l'Ukraine. Le journal The Times écrit que le principal bâtiment gouvernemental de Kiev a été attaqué lors de la clôture du sommet du dirigeant russe avec Xi Jinping et Kim Jong-un à Pékin. Et son arrogance caractéristique devient de plus en plus évidente. Mais le président américain Donald Trump, qui avait promis de mettre fin à la guerre en 24 heures, n'a pas réussi, et il est désormais peu probable qu'il puisse faire face à l'audace de Poutine. Comme le soulignent les analystes occidentaux, Trump a commis une énorme erreur envers Poutine. La conviction du président américain Donald Trump qu'il pourrait, par la force de sa personnalité, convaincre le dictateur du Kremlin Poutine de conclure un accord de paix était, au mieux, excessivement flatteuse pour lui-même et pour les citoyens. En pratique, Poutine n'a reçu de Xi Jinping que le soutien à sa guerre contre l'Ukraine et l'assurance que Pékin ne laissera pas Moscou perdre cette guerre. Quant à Trump, il ne fait que menacer de nouvelles sanctions qui, semble-t-il, ne se réaliseront jamais. Je suis Alexei Petchi, nous sommes le 9 septembre, parlons de ce sujet. Ce que Vladimir Poutine a obtenu de Xi Jinping, pourquoi il est plus confiant et lance une nouvelle phase de la guerre contre l'Ukraine. Mais avant de commencer, je tiens à rappeler que chaque jour, plusieurs analyses d'actualité sont publiées sur cette chaîne YouTube afin que vous soyez au courant de toutes les nouvelles. C'est pourquoi je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube et de liker cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pesci News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Ainsi, le président russe Vladimir Poutine vient tout juste de terminer son voyage à Pékin, visant à renforcer la confiance et à rencontrer le président Xi Jinping. Quand Moscou a-t-elle lancé sa plus grande attaque aérienne de toute la guerre contre l'Ukraine ? Dimanche, alors que les canons anti-aériens de Kiev tentèrent de faire face aux vagues de drones et de missiles russes, rien que les drones étaient plus de 800, le principal bâtiment gouvernemental, le cabinet des ministres, a été attaqué, provoquant un incendie aux étages supérieurs. C'était la première fois depuis l'invasion à grande échelle de la Russie en 2022 qu'un bâtiment gouvernemental ukrainien était attaqué. Les partisans de la ligne dure à Moscou appellent depuis longtemps le Kremlin à frapper ce qu'ils appellent les centres de prise de décision en Ukraine. Eh bien, en novembre, Poutine a averti qu'il pourrait même devenir la cible des missiles russes. Mais tant que Trump n'est pas entré à la Maison-Blanche, Poutine comprenait tout de même qu'à chaque nouvelle vague d'escalade, les États-Unis livraient à l'Ukraine des armes de plus en plus puissantes. Il est désormais possible d'attaquer l'Ukraine sans retenue, les États-Unis n'y répondront pas. Et comme l'écrit aujourd'hui The Times, il reste incertain si le bâtiment a été touché directement ou par des débris du missile du drone. Il est tentant de considérer l'incendie au sein du gouvernement, qui a détruit les bureaux des ministres du gouvernement ukrainien, comme un symbole d'une nouvelle étape dans la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Bien qu'il n'ait jamais souffert d'un manque de confiance en lui. L'arrogance caractéristique de Poutine s'est nettement accentuée après son retour de Pékin, où, selon ses propres mots, les relations entre la Russie et la Chine sont à un niveau sans précédent. Poutine, Xi Jinping et les Nord-Coréens. Le dictateur Kim Jong-un a aussi assisté à un grand défilé militaire à Pékin. C'était la première réunion entre les dirigeants chinois, russes et nord-coréens depuis la guerre froide. Poutine a là été placé à la droite de Xi Jinping, ce qui, selon les analystes, visait à souligner leurs relations particulières. Bien que la Chine, contrairement à la Corée du Nord, n'ait pas envoyé de troupes en Ukraine, elle soutient le Kremlin diplomatiquement et défie l'Occident. Le Kremlin, contrairement à la Corée du Nord, n'envoie pas de troupes en Ukraine, mais soutient la Corée du Nord. La Chine prévoit également de rouvrir son marché obligataire intérieur aux grandes entreprises russes pour la première fois depuis le début de la guerre à grande échelle menée par la Russie contre l'Ukraine. Et aujourd'hui, une nouvelle est apparue selon laquelle Pékin a accepté de prêter ses yuans à Poutine pour sauver le géant gazier Gazprom.
À la question posée vendredi sur qui dominera le monde à l'avenir, l'Orient ou l'Occident, Poutine a répondu que ce sera le multipolarisme. La multipolarité désigne la division du monde en sphères d'influence distinctes. Le Kremlin le souhaite depuis longtemps, mais malgré la position différente de Pékin, le monde sera bipolaire, avec Pékin et Washington comme centre d'influence. L'essentiel pour nous est différent. Contrairement aux premiers mois du second mandat du président Trump, le Kremlin n'essaie même plus de faire semblant d'être intéressé par un accord de paix. Vendredi, Poutine a averti que la Russie pourrait viser à détruire les forces de maintien de la paix occidentale si elles étaient déployées. Il a de nouveau déclaré être prêt à rencontrer le président ukrainien Zelensky, mais seulement si le dirigeant ukrainien se rend à Moscou, ce que Kiev a exclu comme une possibilité impossible. Le voyage de Poutine à Pékin a eu lieu peu de temps après que Trump lui a déroulé le tapis rouge en Alaska lors du sommet russo-américain, que beaucoup considèrent comme un triomphe diplomatique pour Moscou, mais pas pour Trump. Dimanche, le président américain a déclaré. Poutine a déclaré qu'il prévoyait de reparler avec Poutine dans les prochains jours et a averti de son intention d'imposer des sanctions supplémentaires contre Moscou si Poutine n'acceptait pas un accord de paix. Le ministre américain des Finances, Scott Bessent, a déclaré que des sanctions sévères pourraient complètement effondrer l'économie russe. On a déjà entendu ça souvent. Trump aurait encore donné 2 semaines à Poutine. Cependant, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré lundi que les sanctions ne pousseraient vraiment pas la Russie à renoncer à la guerre. Les menaces précédentes de Trump de prendre des mesures économiques sévères contre la Russie n'ont pas conduit à des actions concrètes. Ainsi, à Moscou, on se moque de telles menaces du président américain. Peskov a également déclaré que les tentatives de Poutine d'expliquer les causes profondes de la guerre sur la scène internationale portent leurs fruits. Il n'est pas entré dans les détails, mais je vais expliquer que ces soi-disant causes profondes sont la façon dont le Kremlin désigne le gouvernement pro-occidental à Kiev, que Moscou considère comme une menace pour sa nationalité. Lundi, le chancelier allemand Friedrich Merz a averti que le plan impérialiste de Poutine ne s'arrêterait pas à la conquête de l'Ukraine, mais ne serait qu'un début. Et il a ajouté, je cite, « Ce que nous appelons l'ordre mondial libéral est sous pression de nombreux côtés, y compris à l'intérieur même de l'Occident politique. » La semaine dernière, lors d'une conversation téléphonique avec des dirigeants européens, Donald Trump a déclaré qu'il, c'est-à-dire les dirigeants européens, finançaient la guerre en achetant des ressources énergétiques russes. Les principaux consommateurs européens de pétrole russe sont la Hongrie et la Slovaquie, dont les dirigeants soutiennent Donald Trump. Parallèlement, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Alexandre Syrski, a déclaré que l'armée d'invasion russe dispose sur le champ de bataille d'une supériorité pouvant aller jusqu'à 6 fois en effectifs et en ressources. Cependant, il a également souligné que l'Ukraine a sapé la capacité de Moscou à produire des matériaux lubrifiants pour sa machine de guerre. Et le mois dernier, 60 cibles ont été frappées sur le territoire russe. Mais aujourd'hui, Cable News Network écrit que la conviction du président américain Donald Trump qu'il pourrait, par la force de sa personnalité, convaincre le dictateur du Kremlin Vladimir Poutine de conclure un accord de paix était au mieux excessivement flatteuse tant pour lui-même que pour le chef du Kremlin. Cette certitude était alimentée par une conclusion stratégique hâtive, selon laquelle Moscou pourrait devenir un allié potentiel des États-Unis contre la Chine, plutôt que de se transformer de plus en plus en vassal énergétique de Pékin. Il est rapporté qu'il s'agit d'une erreur. L'interprétation habituelle a coûté cher, très cher à l'Ukraine, tant en termes de soutien public fragile de la part des États-Unis qu'en offrant à la Russie une fenêtre d'opportunité pour une avancée lente de ses troupes sur le front. Cependant, par la suite, Washington a tout de même tiré des leçons évidentes et précieuses. Mais j'ai bien peur que ce soit trop tard. Les frappes aériennes impitoyables des Russes sur Kiev reflètent en réalité l'impasse dans laquelle s'est retrouvée la diplomatie russe. Moscou ne veut tout simplement pas de paix, et cela est également démontré par la frappe contre le cabinet des ministres ukrainiens. Et peu importe si cela s'est produit intentionnellement ou si c'est la conséquence de la chute de débris, de drones ou de missiles interceptés. Cela s'est produit après une autre frappe qui a touché les bureaux de l'Union européenne et du British Council à Kiev. Même en supposant qu'il ne s'agisse que d'un simple débris tombé sur la cabine, il y a eu auparavant des frappes délibérées touchant
les bureaux de l'Union européenne et du British Council à Kiev. Aussi effrayant que cela puisse paraître, la mort d'enfants ukrainiens semble rester la seule chose qui touche vraiment Donald Trump. Cependant, il est déjà évident que Poutine, ayant obtenu une fenêtre de 6 mois supplémentaires, n'essaie même pas de flatter Donald Trump d'une quelconque manière. C'est pourquoi l'envoyé spécial du président américain, Kit Kellogg, a qualifié les dernières attaques d'escalade. Les analystes soulignent que ce n'est pas un hasard. La semaine dernière, Poutine est revenu de Pékin où il a reçu un soutien affirmé de Xi Jinping, désireux d'afficher au monde son bloc inébranlable. À Moscou, cela a renforcé l'idée que le chemin reste long et qu'il faut se préparer. Et comme l'écrit Cable News Network, je cite, « Les prévisions pour les prochains mois sont sombres. Poutine pourrait convertir la pression de ses troupes à l'est de l'Ukraine en un gain territorial de portée stratégique. » Trump, quant à lui, sera probablement confronté à la difficulté de trouver une réponse économique suffisamment douloureuse pour Moscou afin de modifier sa trajectoire, mais assez modérée pour laisser ouverts les canaux diplomatiques. Mais vous savez, selon moi, c'est tout simplement irréalisable. Eh bien, en partie à cause de la pensée confuse de Trump lui-même, qui veut à la fois frapper, mais sans vraiment frapper. Mais surtout parce que Poutine ne veut tout simplement pas de paix. Il ne le veut pas. C'est pourquoi les 8 derniers mois de la présidence de Trump ont été gaspillés par le président américain en ce qui concerne la préparation à la survie de l'Ukraine et à la garantie de la sécurité européenne. Le rapprochement inutile avec Moscou et le sabotage de l'alliance transatlantique, dont Washington aura encore besoin à l'avenir, n'ont fait qu'aggraver la situation. Mais ils ont offert une leçon inestimable à la nouvelle administration Trump. C'est pourquoi même Trump ne peut plus se faire d'illusions désormais. Et s'il en reste encore, je ne sais vraiment pas ce qui pourrait ouvrir les yeux du président américain. Je vais mettre des points de suspension ici. Écrivez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.